Salut à tous, c'est Nico du blog Oser Investir. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, une toute nouvelle vidéo. Alors tu vois, je suis accompagné de François Briand. Bonjour Nicolas. Salut François. Content de te recevoir sur cette chaîne. Moi, je te remercie de m'avoir accueilli aujourd'hui. Et puis c'est cool parce que du coup, on se connaît un petit peu d'Instagram depuis quelques temps. Exactement. On n'avait jamais eu l'occasion de se rencontrer. Et puis même aujourd'hui, j'ai appris des choses hyper intéressantes parce que là, on va parler de François et de son parcours qui a réussi à quand même à investir sans CDI parce que tu n'as jamais travaillé. Réellement. Non, pas réellement, non. Et tu as même fait ton plus gros coup en étant au chômage. Tout à fait. La plus grosse opération qui a demandé du moins la plus grosse somme à investir, c'était au chômage, tout à fait. Et c'est génial, on en parle tout de suite. Alors avant tout, n'oublie pas, tu peux bien sûr t'abonner à ma chaîne YouTube et télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation, bien évidemment. Alors aujourd'hui, on va vraiment pas parler beaucoup de colocation parce que François, t'en fais pas. Du tout. Hein, on a discuté un petit peu avant et c'est pas vraiment ce qui t'intéresse. Pas réellement. J'aime bien les standards, le classique, disons appuyer sur des bases les plus faciles possibles, les plus saines pour avoir pérenniser dans le temps et que ce soit plus... Et quelque chose d'intéressant, c'est que tu me dis que tu aimes bien que ce soit tranquille et de pas te faire emmerder par des changements de locataires. Exactement, j'aime pas forcément trop le turnover. L'idée de l'immobilier, à mon sens, c'est que c'est investir sans argent et se dégager un maximum de temps pour en profiter. La liberté. Exactement. Ouais. Exactement. Donc du coup, qu'est-ce que tu peux me dire comment t'as commencé? Parce que donc on arrive vraiment sur ce côté où toi, tu t'es lancé sans rien et c'est une croyance très limitante des gens de si t'as pas de CDI, si t'as pas un apport, tu ne peux pas investir. Là en l'occurrence, t'as investi sans CDI, j'investis moi-même sans CDI. Donc on est quand même deux cas très concrets, c'est vrai, où on est parti un peu de zéro. Mais donc toi, qu'est-ce qui a été, comment c'est arrivé? Alors moi c'est vraiment par hasard. L'immobilier en fait, c'est un jour mon frère qui m'avait envoyé une annonce sur Le Bon Coin. Je pense qu'on est très Le Bon Coin dans la famille, voiture, tout ça, bref, on s'en fiche. Mais voilà, on est très, on regarde toujours les bonnes affaires. Et un jour il m'a envoyé un produit sur internet, il me dit voilà, si toi tu l'achètes pas, je l'achète. C'était une maison de mémoire qui était à 60 000 euros, net vendeur. Et voilà, je l'ai visité, j'ai vu un petit peu ce qu'il y avait à faire et c'est simple, je me suis dit ça peut sauver combien sur le prix du marché. J'avais fait mes calculs, je m'étais dit ok, concrètement si je veux que ça me rapporte de l'argent, avec des calculs tout simples, j'avais fait tout simplement le loyer que je pouvais en sortir, les mensualités de crédit et c'était tout parce que je savais pas qu'il y avait d'assurance PNO, etc. J'étais à des années-lumière de toutes ces connaissances et clairement je me suis rendu compte qu'il fallait que je la négocie à 30 000 euros hors travaux, etc. pour qu'elle soit disons rentable pour pas que ça me coûte de l'argent. De toute façon c'était simple, c'est que si ça me coûtait de l'argent tous les mois, je pouvais pas l'assumer. À ce moment-là j'avais 900 euros par mois, j'étais justement sur ma première année de master, donc je faisais de l'alternance. Ouais. Et je pouvais tout simplement pas me permettre. Ni en termes d'épargne, je devais avoir à peu près 4 000 euros d'épargne de côté, donc clairement c'est que s'il y avait une difficulté, ça allait vraiment un coupe-gorge, ça allait être compliqué. Et donc finalement j'ai fait une propos, donc c'était à moi 50% tout simplement, et c'était accepté. J'ai eu beaucoup de difficultés finalement à avoir cette maison parce que ils m'ont demandé d'avoir un accord de prêt avant de signer le compromis. Ça se faisait directement par notaire et vu qu'ils avaient d'autres clients qui s'étaient positionnés beaucoup plus cher sur cette maison et que eux ils voulaient récupérer le maximum en gros, et j'ai dû finalement trouver un accord de prêt de principe avant d'avoir le compromis. Comment ça se passe pas comme ça. Oui, et comment une banque je sais pas. Ça a été une question de chance, ça a été quoi? Ça a été du relationnel, ça a été un bon interlocuteur au bon moment? Déjà le bon interlocuteur, j'ai travaillé tout de suite avec le directeur d'agence, donc il a bien compris la problématique, il connaissait bien le marché aussi d'immobilier dans lequel j'intervenais. Le produit était quand même une réelle affaire parce que finalement ce produit-là, ça fait maintenant 2 ans que je le détiens et aujourd'hui je l'ai mis à vendre et en une semaine je l'ai vendu plus de 60 000 euros de plus, donc 66 000 euros. Alors que j'avais investi 106 000 euros, alors que j'avais investi en tout 46 000 euros. Donc une belle plus-value. Ouais, au prix au mètre carré, c'était dérisoire quand je l'ai acheté. C'est ça que c'est intéressant, c'est que là on voit encore que l'important c'est de bien acheter. De base. C'est la base de l'immobilier. Ouais. Parce que là-dessus, t'es d'accord. Tout à fait. De toute façon, j'ai remarqué quelque chose, c'est que très souvent un produit qui est rentable en termes de rentabilité, si on va sur de la rentabilité classique où on loue à l'année, hors colocation, hors courte durée, qui sont pour moi des optimisateurs de rentabilité, si on achète bien et qu'on est rentable à l'instant T sur de la stratégie disons vraiment basique, et bien c'est que très souvent on va pouvoir revendre le produit plus cher aussi. Soit on le revendra comme un investissement locatif, donc si on achète du 15, on le revendra pour du 10 ou du 11, ce qui est franchement exceptionnel très souvent.
Et d'autre part, généralement, si on le vend plus cher pour réduire la rentabilité, c'est-à-dire qu'on fera également une plus-value. Donc, dans tous les cas, généralement, on est rentable à l'instant T et puis on est rentable aussi sur la plus-value le jour de la sortie. Et ce qui est marrant donc sur cet investissement, c'est que t'as vraiment pas négocié les bonnes choses et t'as même fait un investissement un peu pourri au point de vue des conditions bancaires. Clairement, ouais. C'est-à-dire, c'était quoi les points vraiment pas du tout négociés? C'est simple, c'est que le taux d'intérêt pas du tout. Le banquier m'a proposé un différé, je savais pas ce que c'était, donc j'ai refusé. La durée d'emprunt, il m'avait proposé 10, j'avais dit oh non, ça me semblait un peu court parce que j'avais refait mes calculs en direct. Et je dis bah non, je perds un petit peu d'argent, c'était de l'ordre de peut-être de 20 € par mois. Et je dis bah non, il faudrait plutôt 12. À 12, j'étais en gros à l'égalité. Je crois que je gagnais 25 €. Et du coup, j'ai emprunté sur 12 ans. Donc voilà, plein de choses qui sont pas du tout les IRA, les indemnités de remboursement anticipé, c'est pareil, hein, c'était vraiment, j'ai rien négocié. Ça c'est dingue. D'un côté, je me disais que finalement c'était une chance de pouvoir emprunter, et de toute façon j'avais pas les connaissances pour négocier. De base, c'est que je savais pas ce que c'était, mais c'est surtout que pour moi c'était déjà une grosse chance, j'avais une opportunité assez exceptionnelle, et c'est vrai que maintenant avec le recul, c'est pas si exceptionnel que ça parce que le produit était très bon. J'avais fait un dossier bancaire, bref, j'avais fait quand même quelque chose de conséquent, qui déjà avait une plus-value par rapport à ce qu'ils pouvaient voir. Alors qu'aujourd'hui, ce que la plupart des gens font, qui se forment un minimum, on est sur un niveau encore bien supérieur, tout simplement. Totalement. Et du coup là, ce qui s'est passé, c'est que tu as vu que l'immobilier pouvait fonctionner, qu'il y avait quelque chose d'intéressant. En tout cas, il y avait un filon à prendre. Exactement. Et par la suite, t'as jamais travaillé parce que tu t'es retrouvé à même ne pas continuer ton alternance, c'est ça, et d'enchaîner sur un autre projet? Ouais, en fait, c'est simple, c'est que j'ai continué mon alternance, hein, je suis allé au bout de mes études. C'était quoi d'ailleurs? Un master en management. D'accord. Rien à voir, j'ai commencé en faisant du technique, j'ai eu un cursus un peu pourri, je pense. J'ai jamais été très bon à l'école, j'ai redoublé ma 6e, j'ai redoublé ma seconde générale, je suis parti en bac professionnel en maintenance industrielle, et toutes mes études je les ai fait en alternance. En fait, de mon bac en master, j'ai fait de l'alternance. Je concevais pas de demander à mes parents de payer des études à 10 000 € par an, etc. Donc j'ai toujours payé mes études, par le biais de l'alternance, et puis j'avais un petit salaire qui était minime. Par exemple, la première année, je me rappelle, j'allais en scooter, j'avais 17 ans au travail, et en fait tout ce que je gagnais 300 € je crois. Et ce que je gagnais, c'était carrément tout simplement l'essence que je dépensais pour aller au travail. Bref, bon, ça n'a pas toujours été très marrant. Et en fait, l'avantage d'avoir fait tout ce cursus, c'est que je me suis rendu compte que à chaque fois que je finissais un diplôme, je me disais non, ça me convient pas, c'est pas ça que je veux, c'est trop classique, je me sentais un peu emprisonné. Et au final, à chaque fois, je partais sur un diplôme supérieur pour me dire voilà, j'ai peut-être avoir plus de liberté. Et je me suis rendu compte que après ma licence pro, que c'était pas encore bon, je me dis tiens, un master, tu vas être manager, etc. Ouais, et puis non, je me suis rendu compte que pendant le master, ça allait pas non plus le faire. Donc déjà, ça a été quand j'ai vu l'immobilier, je dis ah ouais non, c'est ça que je dois faire. Il y a peut-être une porte de sortie. Exactement. Qui te correspondait plus. Exactement. Et pour en revenir à mon cursus, c'est que après ce premier investissement, vu que je m'étais pas formé, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de zones de flou, mais alors c'était incroyable, et surtout sur la fiscalité où là on m'a dit mais tu sais, tu vas devoir les déclarer tes revenus. Et alors sachant que j'étais encore attaché à mes parents fiscalement, j'étais encore étudiant, bref. Et là c'était le flou total. Et voilà, je cherchais des infos sur internet, etc. Donc j'ai mis 8 mois à me former, 8-10 mois, sans rien acheter. Et après je me suis dit ok, maintenant les maisons c'était mignon, premier investissement, on va faire tout de suite les immeubles pour avoir tout de suite un cash flow, un gros cash flow, et tout en étant sécuritaire. Parce qu'au tout début je connaissais pas non plus trop la coloc. Il y a 1 an et demi, c'était pas tellement démocratisé. Coloc et courte durée, ça avait pas non plus. Voilà. Et puis vu que j'étais pas dans le domaine, je faisais pas partie d'un gros réseau, eh bien je me suis dit on va sur les basiques, ça va bien fonctionner, etc. Et là j'ai fait tout de suite un immeuble, et 3 mois après l'achat de l'immeuble, j'ai terminé mon alternance, donc j'ai pas travaillé, et j'ai jamais repris le travail parce que je savais que ça allait pas me plaire. Et finalement j'ai racheté 3-4 mois après, ouais c'est ça, 3 mois après, j'ai racheté deux lofts que je loue en Airbnb pour une somme totale de 400 000 €. Donc tu étais au chômage? Et là, à ce moment-là, j'étais au chômage, et donc j'avais un chômage alternant. Le top que j'ai dû gagner, c'était 900 €. Donc au chômage, j'avais je crois que j'avais 580 € par mois. Et donc si je résume, tu as eu ton premier bien en alternance, le deuxième en alternance, qui était un immeuble, et ensuite 2 lofts au chômage pour de la courte durée au chômage. Exactement. Quel conseil tu donnerais justement aux personnes qui se disent mais déjà je suis en CDI, je n'y arrive pas. Qu'est-ce que finalement toi tu avais de plus en n'ayant pas toutes ces sécurités, la sécurité de l'emploi, etc. Comment tu as réussi à te faire financer? Alors moi je pense que généralement c'est que les gens qui n'y arrivent pas en CDI, c'est qu'ils n'ont pas vraiment essayé. Donc déjà il y a une grosse part de passage à l'action, ça c'est une première chose. Et après c'est pas parce qu'une banque nous dit non qu'il faut s'arrêter.
Ouais. Là, je présente un nouveau projet pour un peu plus de 500 000 euros. Aujourd'hui, je suis toujours au chômage parce que vu que d'un point de vue comptable, je suis pas imposable, eh bien, je touche toujours mon chômage. Et donc, j'ai toujours la même situation finalement qu'il y a encore 6 mois. Et clairement, j'ai encore reçu un refus pour cet investissement-là. Une banque avec qui j'ai pas l'habitude de travailler parce que tout simplement mon banquier est actuellement absent, donc voilà, je pouvais pas passer par lui. Ouais. Donc je vais quand même le présenter à cette banque-là et elle m'a refusé. Et voilà, l'idée c'est pour beaucoup, les gens s'arrêtent, ils présentent ça à leur banque disons historique, ils se disent bon voilà, on m'a donné les arguments comme quoi je n'étais pas finançable pour X raisons, et les gens s'arrêtent. Donc déjà je pense qu'il y a une part où voilà, il faut être optimiste, il faut se dire non, je sais que le projet est bon, je vais aller jusqu'au bout. J'ai déjà des gens que je connais, que je côtoie, qui ont fait 15 banques pour se faire financer. Et aujourd'hui, c'est ce qui leur permet peut-être de gagner un peu plus de 1500 euros par mois. Donc à un moment donné, si on sait que le projet est bon, on va jusqu'au bout et on met aussi tous les efforts nécessaires. Si on manque de professionnalisme, si on manque de compétences devant le banquier, si on a un dossier bancaire qui est cacahuète, ça passe pas. Pour moi, c'est un tout, c'est une globalité. Si notre interlocuteur se rend compte qu'il y a une faiblesse, qu'il y a un point où il peut appuyer et se dire là c'est pas terrible, je pense que ça fonctionne pas. Voilà, il faut le séduire. Pour moi, il faut que le banquier se dise ah ouais, moi ce client-là, je le veux dans la banque quoi. Et ce qui est très important d'ailleurs, c'est qu'il faut vraiment aller voir le banquier sans avoir de questionnement. C'est-à-dire qu'on ne doit absolument pas le rassurer. C'est tout le contraire. C'est-à-dire que le dossier doit être comme sa propre entreprise qu'on va défendre de façon à tout connaître et que le banquier se dise waouh, les chiffres sont top, le projet est top, et d'avoir justement cet effet waouh. On parle beaucoup d'effet waouh dans l'immobilier, mais l'effet waouh vient aussi bien chez le banquier que pour la visite des locataires dans l'appartement. C'est toujours réussir à se démarquer. Et ça, c'est important de... Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, on peut investir avec tout type de profil ou même tout projet entrepreneurial. On peut les réussir si on se démarque, si on apporte une valeur différente aux gens. Si on fait la même chose que la norme, on sortira jamais du lot, ça fonctionnera jamais à mon sens. Ou on sera dans la norme. Mon Airbnb, j'ai une offre qui est totalement complémentaire au marché, qui sort largement du lot. Et à chaque fois que je dis les prix de la nuitée, les gens me disent c'est dingue parce que j'ai encore un mois, j'ai ma copine qui m'a dit tu sais, tu connais elle, tu sais, ses parents ils ont une maison, c'est 1000 euros la semaine. Hein. Je dis bah ouais, moi je suis à 1500 euros la semaine. Elle fait quand même. Et alors que c'est ma copine. Et à chaque fois, c'est vrai que ça peut paraître indécent, mais moi je ne dépenserais pas pour ce prix-là. Mais les gens en fait trouvent ça dingue parce que les prestations changent réellement de ce qu'on a l'habitude de voir. Qu'est-ce que tu amènes comme prestation dans un Airbnb pour te démarquer? Une déco vraiment atypique, de l'atypique. Alors c'est quoi pour toi une déco atypique? Moi j'aime bien le petit style industriel, des belles hauteurs sous plafond. Là tu vois là sur un que je suis en train de rénover, j'ai envie de faire tout un mur avec des livres un petit peu anciens ouverts, collés avec les pages ouvertes et avec des citations dessus en tout petit, et que les gens créer un truc qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Alors moi je m'inspire beaucoup de ça, par exemple je l'ai vu sur une vidéo de Natou. De Natou, une fille qui fait l'humour sur YouTube. Elle est au Canada, rien à voir. Elle était au Canada, il y avait ça sur le mur, je dis purée ça c'est top. Et j'ai envie de mettre des trucs comme ça où il y a une sorte il y a un esprit, c'est cosy, les gens se disent tiens on n'a pas l'habitude de voir ça. Et puis de toute façon une courte durée aujourd'hui ils achètent sur photo. Déjà des belles photos, et puis voilà, il faut vraiment que les gens se disent il faut qu'ils soient curieux de voir ce qui se passe là-dedans. Et c'est aussi simple que ça en fait. Donc pas aller acheter mes meubles chez Ikea. Alors pour une coloc, si, pourquoi pas. Mais pour du Airbnb aujourd'hui, si on veut vraiment sortir du lot, je pense qu'il faut aller sur des produits atypiques, aller chiner. Le loft là, il est entièrement meublé avec des produits chinés. Hein. Des fauteuils Chesterfield, les brocantes, tout ça. J'ai un escalier en colimaçon qui est issu d'une ancienne industrie, donc c'est un vieil escalier en métal. Bref, on a vraiment des produits qui sont atypiques qu'on trouve pas dans le marché. C'est aussi simple que ça. Tu dis que peut-être pas pour une coloc, mais en fait au contraire, je trouve que pourquoi pas, oui. les colocs aujourd'hui, il y en a beaucoup et je parle souvent de la concurrence et je me dis qu'il faut sortir du lot, et c'est pour ça que mes décos, j'essaye d'avoir toujours des décos voilà, qui sont appuyés, et là tu me parles d'industriel, c'est quelque chose qui me parle, et bon, ceux qui me suivent sont un peu au courant, notamment sur la dernière coloc où vraiment ça c'est quelque chose pour sortir de l'ordinaire de façon à créer non pas... Je dis toujours, il faut se démarquer, et ce n'est pas juste une location, c'est une expérience que l'on fait vivre aux locataires. Exactement. Et je trouve que le mot expérience, c'est aujourd'hui ce que les gens veulent. C'est bon, alors là, je donne par exemple, on est dans un bar qui est très sympa. On est sur Rennes, et ce bar, ça s'inspire d'une déco un peu Gatsby. On a du jazz en fond. Exactement. On a une tapisserie très Gatsby aussi. C'est très bête, mais du coup, il a une identité, ce bar aussi. Exactement. Tu dis vraiment la totale
totale vérité, c'est qu'en effet, il faut que les gens voilà, vivent une expérience en venant chez nous et qu'il y a aussi un super service client, qu'on sente que voilà, on paye, mais on a derrière un réel retour. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est donc là-dessus, on a quand même des points communs, je pense, au niveau de la déco. De toute façon, si on réussit aujourd'hui, c'est pas pour rien, je pense. Alors, je dis pas qu'on réussit, qu'on n'a pas encore en réussite, mais on est en cours de réussite. Ouais. Et je pense que si éventuellement on réussit peut-être mieux que d'autres sur l'investissement, c'est parce que aussi on fait les choses différemment. Si on est dans la masse, on sortira jamais du lot, donc on n'aura pas des résultats hors norme en quelque sorte, tout simplement. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'immobilier et qui a peut-être peur et qui ne sait pas comment faire les choses? Se former un minimum. Alors pas forcément aller dans l'expertise, parce que déjà être expert c'est des années d'expérience et voilà, appliquer. Et puis de toute façon, je pense qu'on n'est jamais réellement expert de son domaine. On en apprend tous les jours. Donc se former un minimum pour avoir une certaine aisance, que ce soit sur les échanges. Par exemple à la banque, s'ils nous parlent de rentabilité, d'IRA, des choses un petit peu techniques, où c'est le déni total quand ils nous parlent de ces éléments-là. Connaître le sujet. Et voilà, on va se sentir aussi un petit peu abaissé, et je pense que c'est pas rassurant. L'idée quand on investit, c'est sûr de soi. Donc ça passe par, vous serez jamais, je pense, non plus sûr de ce qu'on fait, mais au moins on a déjà entendu parler de ces choses-là. On sait plus ou moins comment réagir. L'idée, c'est de savoir comment réagir rapidement, pas savoir le faire dans l'immédiat, mais savoir qu'on a les connaissances pas très loin et qu'on est capable d'aller piocher dans ces connaissances ou dans les supports qu'on a éventuellement. Donc l'idée, je pense que c'est de se former un minimum et pas se poser trop de questions. En fait, il faut définir sa stratégie, vers quoi on va, pour avoir quand même une recherche assez ciblée. Parce que si on recherche un peu de tout, on trouvera jamais rien, d'accord? Donc je pense qu'il faut être assez ciblé dans sa recherche, bien définir ça, les noter sur feuille et s'y tenir. Si ça prend 3-4 mois l'immobilier, c'est vrai que c'est une stratégie qui est, pour moi, en termes de rentabilité, rapport rentabilité-risque, c'est ce qu'il y a de mieux. On n'a pas besoin d'argent pour investir, pas comme le trading où là, ok, peut-être qu'on va pouvoir avoir beaucoup d'argent, mais il faut jamais de l'argent de base, il faut la placer. Et ça rapporte beaucoup quand on met 10, 15, 20, 100 000, 1 million. Si on met 500 € en trading, ça va pas apporter grand chose. Si on fait 10% de 500 €, 50 € par an, pour être rentier, ça va être compliqué. Donc l'idée, je trouve que l'immobilier c'est intéressant pour ça. Il y a un réel effet de levier qui est exceptionnel. Et puis au-delà de ça, c'est vrai que c'est un facteur d'enrichissement qui est extraordinaire à l'heure actuelle. Et ta question était déjà, je ne sais plus, j'en ai pas les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui a peur de se lancer dans l'immobilier? Je pense qu'il faut pas trop se poser de questions, il faut y aller. Il faut y aller, c'est assez simple. Et voilà, il faut y aller, on ne sera jamais expert et il faut... C'est souvent ce que je dis et ça paraît bête, mais en fait, si tu ne passes pas à l'action, il se passe rien. Non. Exactement. Et faut se lancer pour commencer à comprendre les choses, quitte à rectifier si les choses ne sont pas faites. Toi, tu t'es bien lancé au début sur un crédit sur 12 ans et rien n'était optimisé. Pourtant, l'idée, c'est d'avoir un minimum de connaissances finalement ou de faire un minimum de calculs pour se rendre compte qu'on est quand même en positif, qu'on a un excédent de trésorerie. Si ce n'est pas le cas, il faut revoir les choses. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le crédit, et puis il y a un tas d'informations sur le internet des jeunes où on chope plein d'infos gratuites qui aujourd'hui sont, pour moi, permettent largement d'investir sans aller dans la fiscalité poussée où là on va aller chercher vraiment les détails qui vont modifier notre projet en un projet bon, un projet très très bon, mais on peut quand même se lancer. De toute façon, c'est des questions qui arrivent au fur et à mesure. Déjà, il faut trouver le projet, ça prend... si je voulais rebondir là-dessus, c'est que définissez votre stratégie, notez-la et puis ne vous découragez pas, ça prend du temps d'investir. C'est ça que je voulais dire justement. C'est pas comme le trading où là on peut aller très vite, mais l'idée c'est que l'immobilier, il faut peut-être 3 à 6 mois pour finalement trouver un projet, en recevoir les premiers retours. Donc 3 mois c'est long. Quand on recherche tous les jours un produit, 3 mois c'est très long. Ça fait 90 jours à rechercher et à se dire est-ce que je suis bien, est-ce que je fais bien les choses, est-ce que je vais dans le bon sens. Et encore c'est 90 jours quand on fait bien les choses, où on a ciblé. Alors quand on sait pas où on veut aller, ni où investir et comment le faire, c'est encore plus long. Ça peut prendre beaucoup de temps. Exactement. Et se décourager, justement, il ne faut pas. Objectif net pour être efficace dans sa recherche et ne absolument pas se décourager parce que si tu as réussi, si j'ai réussi à investir dans des biens immobiliers sans apport, sans CDI, c'est que c'est possible. Ouais, et puis je pense pas qu'on est exceptionnel. Non, mais c'est totalement ça. Ouais, tout à fait. On est la norme, sauf que je pense qu'on est un petit peu plus on va plus loin, tout simplement. J'allais dire, on est la norme en moins bien. On n'a pas de CDI. C'est-à-dire qu'on n'a même pas ce truc carré que tout le monde a. C'est encore plus compliqué, tout à fait. Donc non, je pense que c'est le passage à l'action et aussi le réseau parce que
aujourd'hui l'immobilier c'est un projet entrepreneurial et comme tout projet entrepreneurial, si on est tout seul, il y a des hauts, des bas. Voilà, la recherche, parfois c'est des hauts quand on est content qu'on trouve un produit et quand il y a rien, c'est une descente constante. Ouais, ou même un bien immobilier qu'on trouve qui est génial et il nous passe devant en 1 heure de temps. C'est hyper décourageant. Un bien qui m'est passé devant à 20 minutes près d'un coup de fil. Non, c'est hyper décourageant et donc je pense que finalement l'idée c'est aussi d'avoir du réseau qui a déjà vécu ça, qui est en mesure aussi de te dire non, voilà, ça se passe comme ça, c'est normal, t'inquiète pas, courage, etc. Moi, je le rencontre avec les participants de la formation, c'est que c'est vrai que souvent ils ont des petits coups de mou et t'es là pour les booster. Mon rôle est pas que le mien, mais aussi des autres du groupe, de les rebooster, voilà, montrer qu'il y a aussi du résultat à côté. Donc ah ouais, le truc il l'a fait, donc moi aussi je vais pouvoir le faire. Il faut juste que je sois un petit peu plus, que je continue dans cette démarche tout simplement. Et d'ailleurs, où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Sur Instagram. Sur Instagram, ouais. J'ai une chaîne YouTube qui te fait absolument pas concurrence. Je suis pas du tout actif, donc ne me suivez pas. C'est pas gênant. Donc non, Instagram. T'as un Instagram par contre top. Avec beaucoup de contenu, avec beaucoup de visites, avec beaucoup de choses très percutantes. Mais j'essaie et puis d'apporter de la valeur. Parce qu'aujourd'hui, c'est des choses, c'est des valeurs. Enfin, voilà, les valeurs que j'essaie de transmettre, c'est à mon sens qui fait que ça marche bien. Et j'ai eu un profil qui était compliqué pour investir. Et j'ai envie de montrer aux gens que on peut tous finalement, alors pas gagner des milliards tous les mois, contrairement à ce qu'on peut penser quand on dit le mot rentier. Les gens ont l'impression qu'on gagne 10 000 euros par mois, mais c'est avoir une indépendance financière. Elle est différente de chaque personne. Moi, mon indépendance financière, il y a 1 an, c'était 1 000 euros par mois, ça allait remplacer mon salaire. Et bien, ça, pour moi, c'était l'indépendance financière. Aujourd'hui, j'ai augmenté le train de vie, donc mon indépendance financière a été réévaluée, mais elle est propre à chaque personne. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut y aller. Il faut pas trop se poser de questions. Ton Instagram apparaît ici, et c'est FR Brillant. FR Brillant, tout simplement. Brillant, B-R-I-A-N-D, attention. Ok, très bien. Donc n'hésitez pas à retrouver François sur son Instagram. Et puis en tout cas, merci. Un grand merci à toi. Répondu à mes questions aujourd'hui. Et encore une fois, donc au chômage, n'a jamais eu de CDI et a réussi à investir. Et je trouve ça génial. Je trouve que c'est toujours des parcours qui sont très inspirants. Et il faut pas lâcher. Et donc je te souhaite à toi, comme je le dis souvent, ose investir, ose voir grand et ose la liberté. À bientôt. Ciao. Salut.